Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner la fiabilité d'un C4 Picasso. On a déjà parlé de l'ancienne génération de Citroën C4 Picasso. Là, on va donc parler de la génération qui a suivi, la génération 2 de C4 Picasso Monospace. Donc vous avez certainement également vu l'essai sur la chaîne, et si c'est pas le cas, vous avez le lien en description. Le C4 Picasso deuxième génération a une carrière un petit peu plus courte que la première série. Cette génération là, pour rappel, est sortie en 2013 jusqu'en 2018. En 2018 a eu la deuxième génération qui est le C4 Picasso a changé de nom pour ne plus s'appeler Picasso mais Space Tourer. La dénomination avait changé à cause du coût exorbitant de la dénomination Picasso, mais le véhicule est le même. Donc là, c'est un C4 Picasso 2 phase 2 avec donc les nouveaux pare-chocs et avec le toujours tant magnifique moteur PureTech, donc en version 130 chevaux, donc le PureTech. Pour rappel, 3 cylindres, 1,2 litre turbo, 2 puissances disponibles, 110, 130 chevaux. Là, celui-ci, c'est un 130, donc la version un petit peu supérieure. On a dû changer de lieu de tournage pour cause d'activité physique de groupe de personnes. Donc le C4 Picasso PureTech 130 présenté ici. On va commencer comme d'habitude par la partie extérieure de ce véhicule avec, comme d'habitude, la présentation extérieure, donc la qualité de la peinture qui a globalement progressé chez Citroën ces dernières années, au même titre que chez Peugeot. On a un certain progrès qui a été emmené sur cette marque. Alors les conditions météo en ce moment sont vraiment pas terribles, donc on a une voiture qui est pas très présentable en termes d'état. Elle est un petit peu sale, donc ça ressort pas bien le brillant de ces voitures. Les premières générations de ce C4 Picasso ont aujourd'hui 10 ans. Et comme d'habitude, quand je parle d'un modèle de voiture, je ne parle pas spécifiquement du modèle que je montre, mais de la manière générale dont je vois l'état du marché actuellement. Donc les premières séries ont 10 ans, et sur les voitures qui ont 10 ans aujourd'hui, on n'a pas d'usure en termes de peinture, donc c'est plutôt bien. Ça montre aussi le progrès qu'a réalisé cette marque au sujet de la qualité de sa peinture, en tout cas de manière générale sur le groupe. Et comme d'habitude aussi, j'ai oublié de montrer le kilométrage de cette voiture pour qu'on ait une vue d'ensemble de celui-ci. Donc là, on a 100 000 km. C'est un peu supérieur à la moyenne, puisque ça nous donne 20 000 km par an. On est plutôt sur de l'essence autour de 15 000 km en moyenne, de ce que je peux voir moi sur le marché de ce genre de véhicule. Donc on est un peu au-dessus de la moyenne en termes de kilométrage. Mais bon, encore une fois, c'est pas ce modèle là dont on parle, c'est de manière générale sur la voiture. Donc les peintures, je le disais, sont de meilleure qualité que la moyenne générale, et c'est un progrès pour la marque PSA de manière générale. Il y a un progrès depuis la génération 407 C5 phase 1, même de la C4 première génération. Les C4 phase 2 sont meilleurs, et là le C4 Picasso, on confirme encore une fois le progrès enregistré par la marque. Petit souci que j'ai vu plusieurs fois sur les Picasso. Alors je sais pas si c'est le coup de pas de chance ou si c'est ça, dites-le en commentaire si vous avez ça. Il y a une mauvaise fixation de ces feux. Alors la face avant, le design du C4 Picasso est très particulière. Les feux sont incrustés derrière les pare-chocs, mais il y a plusieurs fois j'ai vu des Picasso avec les phares mal fixés. Donc là il bouge un petit peu, mais ça va, mais celui-là il bouge quand même beaucoup plus. Donc il y a une mauvaise fixation des phares, donc j'ai déjà remarqué ça plusieurs fois. Je pense qu'il y a un mal, peut-être pas récurrent, mais en tout cas je l'ai vu plusieurs fois ce truc. Donc petit souci de fixation de phare. Par contre le ternissement des phares, je pense que c'est quelque chose qui a été amélioré de ce côté là. Alors ce sera pas forcément impeccable comme du phare en verre pendant très longtemps, mais le ternissement des phares a progressé chez tous les constructeurs, donc c'est bien. Autre progrès chez PSA, on a de moins en moins de plastique grisâtre comme ça, donc vraiment plastique pur et simple, qui perdent de leur éclat avec les années, et on a plus en plus soit de chrome sur des versions hautes comme ici, soit des lacs comme ça qui sont, faut le dire, quand même de bien meilleure qualité que ce qu'ils faisaient avant, soit les scotch, soit les plastiques intégraux en mat comme ça.
Alors ça coûte un peu plus cher à la production, mais c'est quand même beaucoup plus joli quand on voit le visuel de la voiture comme ça. Malgré que ça reste du plastique, ça fait quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus qualitatif, et donc c'est quand même beaucoup mieux que les plastiques gris de base là, de calculatrice. C'est quand même beaucoup mieux comme ça, et donc ils ont quand même généralisé de manière générale tous ces plastiques là voilà, sur l'ensemble. Après, sinon, pour les parties extérieures, pour le reste, il y a parfois quelques problèmes de colle au niveau de ces montants de vitres. Alors ça engendre des bruits, vous voyez là, ça gigote un petit peu. Pareil, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal de fois. Donc ça, c'est les défauts d'ajustement, de position de plastique à l'usine, hein, c'est comme ça. Alors est-ce que c'est des voitures qui ont eu des pare-brises changées? Je sais pas si celui-là l'a eu, je vais regarder tout de suite. Ou est-ce qu'il ne l'a pas eu? Est-ce qu'on voit une date quelque part? Donc c'est un pare-brise Citroën. Et non, c'est le pare-brise de 2018. Donc c'est le pare-brise a priori d'origine. Donc vous voyez, hein, ça gigote comme ça. Bon, quand même des voitures à 30 000 € neuves. Hein. Là aussi ça bouge. Vous voyez, je raconte pas de conneries. Hein. Ça bouge de chaque côté. Et ça engendre des bruits de vent. Donc c'est quand même dommage que ça ce soit défectueux. Bon, l'esprit général est quand même au progrès chez eux, hein, dans ce groupe, mais voilà, il y a toujours des petits soucis, c'est jamais parfait. Et également, hein, chez PSA, j'ai remarqué que très souvent sur ces jantes bicolores, qui sont des jantes soit optionnelles, soit réservées à des voitures haut de gamme, et ben on a souvent des problèmes de vernis qui sautent, qui claquent. Là, je crois que ce n'est pas le cas, donc on est plutôt gâté sur celle-ci. Là, il n'y en a pas. Là, si, voilà. Vous voyez, c'est systématique, ça arrive très souvent. J'avais pas fait le tour, bah voilà. On le voit, ça pète. Et ça pète que chez eux. Hein. C'est pas. Chez Renault, ça pète pas, par exemple, mais chez eux, ça pète. Donc voilà, c'est comme ça. Quelques points d'amélioration à prendre en compte, hein, sur ce C4 Picasso. La finition n'est pas parfaite, mais malgré tout, en progrès de manière générale. Tout comme l'intérieur. Il y a quand même du progrès par rapport à la précédente génération de C4 Picasso. Alors comme l'extérieur, on est toujours sur une génération qui est très plastifiée, hein. On a beaucoup de plastique, hein, qui recouvre par exemple l'ensemble du panneau de porte. Comme l'extérieur, on a un design qui est très particulier, qui est très atypique, mais qui respecte malgré tout quand même, je trouve, une identité Citroën qui est plutôt intéressante. Mais là, c'est pas le sujet du débat aujourd'hui. Le sujet du débat, c'est la qualité de fabrication, la qualité de construction de la voiture. Et donc, sur ce Picasso, on a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes. Malgré tout, en progrès par rapport à la précédente génération. On a perdu les grosses boîtes à gants qu'on avait sur le tableau de bord, mais qui étaient très fragiles sur ces C4 Picasso. Et on a récupéré par contre donc ce rangement central, bon, qui est en plastique de base, cette boîte à gants aussi qui est en plastique de base, pas de problème de ce côté là. Le moussage du tableau de bord sur la partie centrale est présente avec un plastique qui est gaufré. Alors la qualité est correcte, visuellement c'est pas extrêmement joli, ça fait pas très qualitatif, mais bon, le plastique globalement est plutôt intéressant. Les lacs qui sont autour des écrans de navigation sont également plutôt corrects, hein. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté là. Par contre, ce qu'on va retrouver de manière assez récurrente, c'est les boutons, voilà, qui perdent leur peinture sur les boutons les plus utilisés. On peut le voir ici les boutons de vitre à l'avant aussi, je pense. Voilà, les boutons de vitre à l'avant, et ça je l'ai vu 1000 fois sur les Picasso. Les boutons utilisés sont assez fatigués. Et pareil, en fonction de votre position de main sur le volant, on va avoir un volant qui va s'user assez vite, hein. Là on a l'espèce de chrome de plastique, donc l'autocollant qui s'en va, donc certainement que la personne devait conduire certainement comme ça, je pense, j'imagine. En tout cas, le plastique est assez usé sur le volant. Le cuir est de meilleure qualité que sur les précédentes générations de Citroën au niveau du volant, donc c'est bien de ce côté là. Donc pareil, comme l'extérieur, des choses bonnes, des choses un peu moins bonnes. Le tissu qui entoure le panneau de porte est aussi de meilleure qualité qu'avant, donc il n'y a plus cette fâcheuse tendance à se sauter. Là il est plutôt assez résistant, en tout cas il est dans la bonne moyenne de ce qu'on attend d'une voiture, donc ça c'est bien, c'est agréable. On a progressé de ce côté là.
Donc voilà, on a des choses qui ont progressé, des choses qui ont régressé ou qui ont stagné chez Citroën. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est malgré tout mieux. En termes électroniques, évidemment qu'on va avoir différentes. Si elle veut démarrer, voilà, on a la grande tablette puisqu'on est sur la version haut de gamme. Donc on a un double écran digital, on a l'écran supérieur et l'écran inférieur. La navigation est plutôt très lente sur cette voiture. Le système multimédia, je le trouve pas hyper intuitif. Il est assez... en fait, comme tout est en touche tactile, je trouve qu'il faut appuyer assez fort et assez lentement. Vous voyez, pour avoir... À partir du moment où j'ai appuyé, le truc est très lent. Et comme en plus de ça, comme il n'y a plus de boutons, forcément j'ai chaud dans la voiture, je conduis, je suis en train de conduire, je baisse la température, il se passe une seconde le temps que ça change d'écran, je vais revenir sur ma carte GPS, il faut que je rattende une seconde, etc. Je trouve ça assez lent. En plus, il n'est pas exempt de fiabilité, ce système de navigation. L'écran n'est pas très grand non plus. Il a vite vieilli en fait ce système de navigation. Donc c'est pas génial de ce côté là. La partie supérieure est nettement meilleure. Également en termes de fiabilité, jusqu'à maintenant j'ai pas vu d'écran cassé autre par le fait que la fonction était mal utilisée. Donc j'ai envie de vous dire qu'a priori de ce côté là ça va. Et puis le reste de l'électronique, il peut évidemment y avoir, comme malheureusement beaucoup de voitures, des défauts qui s'allument de manière sporadique avec des problématiques plus ou moins importantes. Mais le gros point noir pour moi, c'est la navigation GPS et ses touches tactiles. Même quand c'était neuf, c'était déjà pas hyper fiable. Donc évidemment, la durée dans le temps risque d'être assez restreinte, assez réduite. Donc c'est plutôt dommage de ce côté-là au niveau électronique. Après, pour le reste, il n'y a pas plus d'avaries ou moins d'avaries que sur d'autres modèles ou d'autres marques. Donc, c'est dans la bonne moyenne. On va qualifier ça simplement ça comme ça. Au niveau du siège, voilà, 100 000 km, pas d'usure particulière. Donc, a priori, on va vivre des années encore avec ce siège sans avoir besoin de le remplacer ou de refaire quoi que ce soit. La multitude de matières vieillit plutôt bien. Donc, c'est bien de ce côté-là. Autre point électronique, moi qui m'embête un peu, c'est, alors je suis peut-être pas habitué à ce genre de système, mais comment dire, la facilité d'ouverture et de fermeture du coffre arrière électriquement, je trouve que le capteur est, alors, je pense que c'est plus celle-là, ou alors c'était sale, j'en sais rien, mais je trouve qu'il est assez difficile à mettre en marche. Mais bon, c'est comme ça maintenant, ça fait partie des accessoires que les clients demandent. Alors c'est pratique, mais c'est pratique quand ça marche. Voilà. Donc globalement, bon, c'est également, on va dire moyen plus le Picasso à l'intérieur. C'est moyen à l'extérieur, moyen plus à l'intérieur. Au niveau châssis, train roulant, c'est pareil, ça va être du moyen plus. Les pneus ont quand même une bonne durée de vie. À l'avant, on peut compter 60 000 km en moyenne sur des pneus avant. Donc ça vous fera 3, 4 ou 5 ans en fonction du nombre de kilomètres que vous allez faire avec des pneus neufs. À l'arrière, ça tient un petit peu plus. Ça tient en moyenne 80-90 000 km. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a eu, comme sur les 308, alors que c'est pas la même base de châssis, on a eu des problèmes de train arrière bruyant sur ces C4 Picasso. Alors qui se règle généralement en remplaçant le train arrière, mais ça a surtout été des problématiques sur des voitures neuves. Je pense que ça a été réglé assez rapidement à l'usine, donc je pense que c'est surtout sur les premières séries de C4 Picasso deuxième génération. Et à l'avant, il y a quelques usures, mais un peu moins que la moyenne. Alors soit sur les triangles, des fois c'est sur les coupelles de suspension. On a des fois des claquements sur ces voitures-là. Parfois c'est les ressorts. C'est pas sur toutes, mais il faut le noter et ça peut être plus ou moins grave. Il y a quelques soucis de train avant sur ces voitures. Je ne sais pas si c'est une affaire de poids ou de hauteur ou quoi que ce soit. J'ai pas la réponse en termes ingénieurs pour ça, mais j'ai remarqué souvent que les C4 Picasso avaient des problèmes de claquement dans le train avant avec des remontées dans le volant. Ça arrive quand même assez régulièrement, je trouve, sur ces voitures. Dernier point à aborder, et non des moindres, le moteur. Donc on en a déjà parlé, donc malheureusement il faut répéter les mêmes choses, mais on va les répéter.
il n'y a pas de problème pour ça, mais on va pas non plus s'éterniser. On a une étiquette ici qui est une étiquette de remplacement de courroie de distribution, puisque l'un des mots récurrents de ce moteur, c'est les casses moteurs. Alors on l'a déjà expliqué, c'est une courroie de distribution donc en caoutchouc qui baigne dans de l'huile qui est mélangée avec de l'essence, et du coup puisque les segments sont pas très étanches, et cette courroie de distribution malheureusement se dégrade avec le temps. Les petits bouts de caoutchouc avec les matières toxiques se dégradent et elles perdent forcément de leur épaisseur, elles perdent de leur fermeté, elles perdent de leur résistance, et du coup elles peuvent casser. Donc évidemment, si la courroie de distribution casse, vous avez des problèmes qui vont apparaître avec un moteur à remplacer. Mais malheureusement, comme ces courroies de distribution, ces filoches, les ensembles de caoutchouc se répartissent dans le moteur, ça a une autre conséquence aussi, c'est que ça bouche de manière progressive le circuit d'huile. Donc les pompes à huile peuvent se boucher. Donc évidemment, si on a un problème de lubrification dans ce moteur, on a des problèmes de casse moteur. Malheureusement, il n'y a pas de solution, c'est comme ça. Le PureTech, c'est un moteur qui est très mal né, mal conçu, et il sera pourri du premier au dernier. Alors même s'il y en a qui vous disent oui, il y a des améliorations, non, c'est tout aussi pourri. Là on est sur la fameuse deuxième génération de PureTech et c'est la même chose. On est sur un véhicule qui est de fin 2018, voilà, novembre 21, remplacement de distribution à 75 000, alors que pourtant au départ c'était des distributions qui étaient remplacées à 160 000 km et 10 ans je crois au départ. Et voilà, donc j'avais donné un premier conseil sur la vidéo de la 308 PureTech que j'ai tournée il y a un peu plus d'1 an, où j'alertais déjà à ce moment-là de ces problèmes-là. Moi je pense personnellement qu'il faut faire la distribution de manière très anticipée. Moi à mon avis il faut la faire autour de 60 000 km pour être sûr de ne pas avoir de courroie qui s'effiloche véritablement. Et pratiquement une vidange sur deux, faut enlever le carter d'huile complet et nettoyer la pompe à huile, etc. Enfin voilà, faire un gros travail de ce côté là, et c'est pas, malheureusement, malgré ces précautions là, donc si vous avez ce genre de mécanique ou si vous êtes fan de ce genre de mécanique, ça va pas être les seules avaries que vous pouvez avoir, et ça vous garantira pas non plus d'avoir un moteur 100% fiable, de faire cette maintenance poussée, parce qu'évidemment il y a certains capteurs, il y a le turbo, etc. Il y a quelques pièces qui peuvent lâcher. Bref, le VTI c'était déjà vraiment, pour rester poli, pas terrible comme moteur, et encore je devrais employer d'autres mots. Là on a été plus loin. Je sais pas si on fera encore meilleur que ce moteur là en termes de non fiabilité, mais franchement là on atteint quand même quelque chose de très très sérieux. Et là on n'est pas sur des cas isolés, on est sur un nombre de voitures qui est quand même très important en nombre de véhicules touchés. Donc c'est plutôt sympa malheureusement d'avoir ce nombre de choses. Donc évidemment on a un mauvais moteur d'un point de vue de la fiabilité. On a un véhicule qui est moyen plus au niveau du châssis. On a un véhicule qui est moyen plus à l'intérieur. On a un véhicule qui est moyen à l'extérieur, donc ça fait malgré tout une voiture moyenne avec une note qui sera moyenne. Donc je disais exactement la même chose sur la vidéo de la fiabilité de la 308, comme je le disais, qui est sortie il y a un moment, que vous avez d'ailleurs également le lien en commentaire. On a une voiture entre guillemets normale, on a une voiture pour monsieur tout le monde, mais on demande une maintenance de Formule 1 là-dessus, donc ce qui n'est pas du tout logique à mes yeux, donc avec un budget d'utilisation qui est très très élevé. Donc quelle est la logique pour un constructeur de sortir une voiture avec une maintenance qui coûte très très cher, avec une fiabilité hasardeuse, si ce n'est pour vendre peut-être plus de voitures, je ne sais pas, je ne vais pas faire l'inventeur, je ne suis pas ingénieur de véhicules, mais je me pose quand même un certain nombre de questions. Coût d'utilisation de Ferrari pour une Citroën C4 Picasso, cumulé au fait que l'extérieur soit moyen, l'intérieur soit moyen plus et le châssis soit moyen plus en termes de fiabilité, et je sais pas si je mets 9 ou si je mets 10, parce que la 308 me semble quand même malgré tout de meilleure qualité à l'intérieur que cette C4 Picasso, et comme la voiture coûte aussi un petit peu plus cher, je vais lui accorder un 10 sur 20 également, puisque le châssis est un peu meilleur sur le C4 Picasso que la 308 en termes de durée de vie. Voilà, donc 10 sur 20 le C4 Picasso PureTech,
pour féliciter les efforts, je suis un peu sympa. Normalement, ça aurait mérité en dessous, puisque maintenance, comme je le disais, relativement élevée en termes de coût. Mais vous l'aurez compris, c'est pas une voiture fiable, c'est pas une voiture que je porte dans mon cœur. Donc voiture où il faut réviser totalement ou être sûr de son choix avant de porter acquéreur de ce véhicule. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité, n'hésitez pas à commenter, à aimer, à vous abonner, Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.